D'abord, ce petit rappel qu'au Forum des médias, la devise qui nous anime est sous-tendue par la trilogie que voici, fidélité, efficacité et régularité. Notre tradition l'exige. Prenons la connaissance de la composition de séjour en commençant par la gauche avec... C'est Mamie Abongo, je suis analyste indépendante. Abongo, analyste indépendante. Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. Moulumba, cofondateur de l'UDPS. Meshata Ouatiani, cadre du RCD KMPL d'Antipas Moussa Nyamouiti, pionnier de la réunification et un des pionniers de l'Union sacrée pour la nation. Alors, Moussa Nyamouiti, et puis Saïl Mbalanga Baudouin, éditeur, directeur responsable du journal La Chopo, parlementaire honoraire. Parlementaire honoraire nous conduit à notre droite, c'est Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, et puis Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Fongolais Amboka. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. vous avez la liberté, c'est la démocratie. Et puis Pero Mahopa Aruna, coordonnateur national de l'Union des fiscalistes de l'Institut supérieur des commerces pour la promotion du civisme fiscal et la bonne gouvernance. les fiscalistes, vous devez tout faire pour alimenter les trésors publics. Et puis Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. l'IDEC, c'est un parti qui tient le coup, qui tient la route. Qui tient le coup et qui est membre de l'Union sacrée, qui soutient fermement l'Union sacrée. Très bien. Ok, et puis nous terminons avec Simon Adrien Kalenga, secrétaire national, chef département communication, information et médias et porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, Fachi Béton, Union sacrée de la nation. Ok. Les sommaires, l'actualité au sommet qui a dominé la semaine du 21 au 28 mars, c'était les retards qu'accuse le dévoilement du gouvernement Sama Lukonde et aussi le renouvellement de la CENI controversé. Nous allons parler aussi de Kinshasa, la capitale, celle que tout le monde appelait hier encore Kinshasa, est aujourd'hui sur le point de disparaître si l'on n'y prend pas garde. Il se fait que ces derniers temps à Kinshasa, à chaque moindre pluie, on déplore les éboulements par ici, des inondations par là, et le pleur et les grincements des dents, un peu partout. Il est temps aussi de jeter un regard attentif sur les exploitants des réseaux cellulaires en République démocratique du Congo. Ces entreprises se comportent comme en terre conquise. Les consommateurs congolais de ce secteur est à la merci de ces exploitants sans protecteur. Et commençons par les courriers du fidèle téléspectateur. Cette fois, ces courriers touchent un secteur si sensible qu'est la santé. Les courriers nous viennent des cliniques universitaires de Kinshasa. Suivons cette réaction. Le problème est que l'immigré est très très bien motivé et non les Congolais, ce qui ne se passe pas ailleurs. Si on me motive de la même façon que l'immigré, mon rendement serait supérieur à celui de l'immigré. Docteur Wolombi, clinique universitaire Kinshasa. Vous vous souviendrez pourquoi est-ce qu'il réagit de cette façon. La semaine dernière, nous avons reçu le docteur Higuet, qui
qui a été brutalisé par le médecin directeur de l'hôpital de Cinquantenaire. Tout en condamnant le comportement du médecin directeur de l'hôpital de Cinquantenaire, j'ai soulevé en disant, mais il y a aussi un mais, nous Congolais, si on nous confiait cet hôpital, quelques mois après, ça va ressembler à l'hôpital général Mamayemo, ça va ressembler à l'hôpital chino-congolais, en Djili, ça ne sera pas différent des cliniques universitaires où, au lieu de trouver des salles, des pavillons bien, mais on va trouver rien que la saleté. Vous pensez qu'il a raison, le docteur? Et moi, je donne l'exemple aussi de docteur Nzolantima. Nzolantima, qui a son hôpital. Quand vous y allez, vous vous sentirez comme si vous étiez à Paris ou à Bruxelles. Mais c'est un Congolais. C'est paradoxe. C'est paradoxe, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que ceux qui dirigent les hôpitaux de l'État ne peuvent pas faire les mêmes efforts. Et quand le docteur Wolombi réagit de cette façon, vous dites quoi, Jean Lokito? Je vous remercie sincèrement. Nous avons l'opportunité d'avoir la chance que la République démocratique du Congo a mis des moyens pour former les bons médecins du monde. Et nulle part ailleurs, scientifiquement parlant, et coup de chapeau à tous les professeurs congolais qui ont formé les bons médecins du monde. Et partout, le médecin congolais est honoré. Et c'est en charge de l'État parce que l'université qui forme les médecins serait les universités de la République démocratique du Congo. Et que les dirigeants de la République démocratique du Congo ont mis l'accent sur la formation des bons médecins en RDC. Et nous sommes félicités en Afrique et au monde. Dr Wolombi doit s'engager dans le patriotisme rénovateur. Alors, Madame Abongo, qu'est-ce que vous dites, Monsieur Noël, pour la question. Docteur Wolombi? Bon, ce que je peux dire au docteur, il pose une préoccupation, mais il y a un problème qui nous habite, Monsieur Noël, vis-à-vis des étrangers. Nous, les nationaux, nous souffrons d'un complexe d'infériorité. Nous croyons que l'étranger est plus que nous. Un médecin indien face à un médecin congolais, vous avez tous reçu une bonne formation. Donc vous pouvez prester de la même façon. Mais parce que nous sommes habités par le complexe d'infériorité, nous croyons toujours que l'Indien est supérieur à moi. Concernant la gestion maintenant des hôpitaux, c'est un problème d'homme. Si on met aujourd'hui un Congolais bien instruit, bien éduqué, un monsieur intègre, je prends l'exemple d'un docteur de la clinique Galima, le docteur Chamala par exemple. Vous le mettez à la tête de l'hôpital du 50 États. Il ne va pas bien travailler, il va travailler, il donnera le meilleur de lui-même. Ce n'est pas seulement cet administrateur-là qui violente les gens. Donc les Congolais aussi sont capables de gérer les hôpitaux. Et parce que nous travaillons tous dans le même environnement. Pourquoi lui doit travailler mieux que le Congolais? Donc nous devons d'abord nous départir de ce complexe. Nous sommes complexés devant les étrangers. Mais les migrés, là, on le motive avec quoi? On le motive avec quoi? Avec rien du tout. C'est simplement mettre le sérieux dans ce qu'on fait, on saura travailler. C'est le sérieux dans le travail. Oui, encore une dame. Oui, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Madame Ambongo. En tout cas, dans le domaine médical, je suis d'une famille de médecins. Mon père est l'un des premiers, parmi le premier contingent de médecins congolais. Laissez-moi vous dire qu'ils n'avaient pas de complexe d'infériorité et les jeunes médecins qui sortent de nos universités n'ont pas de complexe d'infériorité. Ils savent qu'ils sont compétents, la preuve, ils sont recherchés à l'étranger. Ceux qui vont à l'étranger, en Afrique ou en dehors de l'Afrique, eh bien, on reconnaît leurs compétences. Le problème que pose ce médecin, quand il dit motivation, c'est le salaire, les conditions de travail, les infrastructures sur place. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'il me disait?
que, parce que je demandais quels sont les meilleurs hôpitaux, centres, voilà, de la place. Nous avons parlé sur le plan propriété des infrastructures dans lesquelles le médecin évolue. J'en viens. Eh bien, c'est une chose. Salaire, conditions de travail, c'est là où je suis d'accord avec le docteur qui a téléphoné. Mais là où je suis en désaccord avec lui, c'est que je suis... moi, en ce moment, je suis gérante d'un centre médical que nous avons depuis que notre paternel l'a créé, en plein Yolo, un quartier populaire. Laissez-moi vous dire que l'une des priorités que nous donnons, c'est l'hygiène, c'est la salubrité. La santé commence par ça. Même avec des petits moyens. Nous n'avons pas un centre extraordinaire, super moderne, mais vous y allez, vous ne sentez pas des odeurs bizarres, vous ne voyez pas de la saleté. C'est par là que commence la santé. Et je pense, motivation ou pas motivation, un médecin, un personnel médical doit exiger ça. J'ai été à Cuba, sous embargo, avec peu de moyens, même les petites infrastructures médicales de moindre importance. Très propre. Très propre, extrêmement propre. Fidel Castro, c'était la priorité numéro 1, l'hygiène. Donc, nous devons aussi faire cet effort-là, même si le médecin n'a pas encore les moyens, il se dit, la base de la santé, hygiène, salubrité, donc je ne peux pas travailler dans un environnement où il y a des mauvaises odeurs, où il y a des papiers qui traînent, des bouteilles en plastique. J'entre dans l'enceinte du centre médical ou de l'hôpital, je dois exiger qu'on me débarrasse de toutes ces... D'abord, le médecin doit savoir qu'il porte une blouse blanche. Donc, il y a moyen. Il ne faut pas se dire, je ne suis pas bien payé, donc ce côté-là, salubrité, hygiène, je ne m'en occupe pas. Il faut s'en occuper. La blouse blanche veut dire propreté. Oui. Donc, son hôpital doit être propre. Oui, monsieur? Oui, je dis, messieurs les docteurs, à ne pas confondre la gestion des entreprises avec la médecine. La médecine, il l'a bien fait, c'est bien. Mais même la personne à qui on reproche des choses à l'hôpital de Sécatenay, il n'est pas médecin. Il est médecin. Il est médecin administrateur. Oui. Mais c'est là le problème aussi. Parce que moi, je sais que quand on est médecin, pédiatre, ou ne sais pas médecin et chirurgien, médecin ceci, dans sa spécialité, dans tout la cas, gestion de l'entreprise, c'est une autre chose. D'accord, vous savez pas s'il y a une formation complémentaire. D'accord. Mais il vaut mieux prendre quelqu'un qui a fait la formation. Retenons ceci, que les hôpitaux, en général, sont dirigés par le médecin. Cet hôpital que nous avons à côté de chez nous, qu'on appelle Momayemo, a été toujours dirigé par le médecin. Il y en a beaucoup qui connaissent Dr Close, par exemple. Dr Close a dirigé cet hôpital jusqu'à construire le camp Mimosa. Ce n'est pas l'État qui lui a donné l'argent. Camp Mimosa, là où on loge le médecin, la Mibal, la maison où on loge le médecin, c'est le médecin directeur qui a construit ça. Et c'était l'hôpital où tout le monde venait se faire soigner. Ça signifie que nous ne prenons pas des choses au sérieux. Très bien. Nous ne prenons pas des choses au sérieux. Surtout les hôpitaux de l'État. Ils ont des recettes. Ils réalisent des recettes. Mais ces recettes réalisées par ces hôpitaux ne passent pas par les trésors. Très bien. Ne passent pas par les trésors. Est-ce que les cliniques universitaires ont déjà versé un seul franc au trésor public? Au contraire, ils réclament à l'État. Ce qui se passe dans les hôpitaux, entre ce qui se passe dans les hôpitaux et dans les instituts supérieurs, c'est la même chose. C'est la même chose. On avait donné l'université de Kinshasa à Léon de Saint-Moulin. Quand Léon de Saint-Moulin est arrivé, il a vu que l'amphithéâtre était déjà trop étroit pour le nombre d'étudiants qu'on avait. Il a construit l'amphithéâtre dehors. Il n'a pas attendu que l'État congolais lui envoie de l'argent. L'autre fois, j'ai suivi le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire parler de la mauvaise gestion des écoles, des établissements. Mais il a donné l'exemple de l'IEC. Il a donné l'exemple de l'IEC. Il y a un Congolais qui est là, mais qui a mis son cœur
au travail. Aujourd'hui, l'IEC, c'est l'école modèle de l'État congolais. Est-ce qu'on lui a donné un budget à part pour que ce monsieur qui est le DG là-bas, Mbangala, pour faire de l'IEC ce que ça présente là aujourd'hui? On lui a donné une motivation à part? Donc le docteur Wolombi, je pense que quand il dit si on lui donnait, si on les motivait, mais c'est lui qui doit être motivé par lui-même. Ok, vous voulez dire? Monsieur le modérateur, vous m'excuserez que ce dernier temps, j'étais au Palais du Peuple, là où je grandis, là où j'étais député de Gérard. J'achète toujours un livre. Et moi, je suis tombé sur un livre de Mobutu, le vrai Mobutu, selon l'auteur. Et quelque part, aujourd'hui même, quand je lisais, un jour, Mobutu se réveille, il demande à ses collaborateurs qu'allons aux États-Unis pour acheter les gros porteurs, le DC-10, le Hercule C-130, etc. Ils arrivent aux États-Unis, on est presque prêt à conclure le marché. Les constructeurs américains disent à Mobutu que, Maréchal, nous allons vous aider. Nous allons vous donner des pilotes moyennant des primes spéciales, etc. Mobutu a dit que non, moi j'ai des pilotes qui seront capables de conduire, de piloter l'avion DC-10, etc. Ils ont douté. Et Mobutu a dit que bon, si vous ne voulez pas, je vais partir en Asie, acheter des avions chinois. Alors les Américains ont conclu malgré eux le contrat. Et à la suite, ils ont envoyé leurs pilotes ici. Des États-Unis à ici, c'est Ilunga qui était aux commandes. C'est Diasoloa qui était aux commandes. C'est Mukandula qui est aux commandes. Ils arrivent ici, un noir de piloter de gros porteurs comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maréchal dit que moi, j'envoie mes compatriotes aux études. Ils sont motivés. Ils doivent servir la République. Quand j'atterris ici, ils sont étonnés. Alors, c'est pour dire quoi? C'est une anecdote qui dit que lorsque le Congolais, le Zaïrois, le Congolais aujourd'hui, est dans de très bonnes conditions, il doit bouger la méninge. Il dit qu'on me donne l'hôpital général de Kinshasa. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regroupez les experts, vous regroupez vos semblables pour que celui qui vous a nommé là-bas ne soit pas honteux quelque part. Déçu. Il ne soit pas déçu. Ok. Vous donne l'exemple Ilunga, Diasoloa et Mukandila. Diasoloa était instructeur de pilotes belges. Il a donné cours aux pilotes belges parce que quand les Zaïre a eu le DC-10, tu étais en Belgique, la Belgique n'avait pas encore le DC-10. Donc ce sont les Congolais qui sont allés apprendre aux Belges comment piloter le DC-10. Donc nous avons la capacité de faire mieux. Nous donnons l'exemple de certains Congolais qui ont des hôpitaux qui sont propres. Makomboa nous a parlé de leur centre qui est très propre. Mais par contre, allez voir l'hôpital général ici, Mamayemo. Allez voir les cliniques universitaires. Vous ne savez pas entrer dans les toilettes. Ça pue. Allez voir l'hôpital chinois, le Congolais là, Anjili, qui était quelque chose de... C'était les bijoux. Mais aujourd'hui, allez voir ce que ça représente. Donc ce sont... Et ces gens, je l'ai dit, ils réalisent des recettes. Ces recettes sont consommées dans l'hôpital. Ça ne passe pas au trésor public. D'abord, bonjour à Dr Olombi. C'est un collègue de promotion, pratiquement. Il était, comme moi, dirigeant JMPR, à l'époque de la JMPR résidentine. On se connaissait bien, à l'époque de Camp. Oui. Alors, pour dire quoi? Le problème de gestion, c'est un problème qui n'est pas particulier ou réservé seulement au domaine de la santé. Dans l'ensemble du pays, même ici à la RTNC, les installations de l'État sont mal tenues. La mentalité de Biloko est à l'État. Il faut encourager. La mentalité de Biloko est à l'État. C'est une mentalité qui est répandue chez tous les Congolais qui ne connaissent pas l'État. Même ici à la RTNC.
Si vous allez dans les installations de la RTNC, vous n'allez pas trouver de quoi applaudir. L'hôpital doit être plus propre que la RTNC. Bien sûr. La RTNC amène de la nourriture pour l'esprit des gens qui doit être plus propre que le corps. Parce que si l'esprit est sale, de ce qu'on ingurgite par la pensée, le corps aussi va rester dans la saleté. Donc, la nourriture de l'esprit est primordiale par rapport peut-être aux médicaments ou aux soins qu'on donne au corps. Parce que c'est l'esprit qui est la source de toute chose. Parce que le Congolais se met dans la tête d'un État impersonnel ou imaginaire qui n'est pas lui. Donc, l'État est l'état d'un inconnu. Il ne croit pas que c'est à lui la charge de maintenir l'État en bon état. Okay. Voilà, donc c'est ça le message qu'il faut le plus donner aux gens. Et non pas avoir... Ok. Dans tout le cas, celui qu'on appelle directeur général d'un hôpital reste au-dessus de tout le monde. C'est lui le numéro 1. Il doit jeter les regards. C'est lui qui s'occupe de la propriété. S'il n'a pas bien fait ça, il doit dire je ne suis pas d'accord avec vous, la propriété doit être là. Médecin soit-il. Ok. Voici plus d'un mois depuis que Sama Lokonde est en laboratoire à la recherche des guerriers qui devaient affronter les multiples problèmes qui accablent la République démocratique du Congo et sa population. Selon vous, les gouvernements tardent à être dévoilés. Cela n'a aucune conséquence sur la République? Oui, Tao. Oui, merci directeur pour la parole. J'aimerais dire que la population congolaise est en train de souffrir et qu'il est plus que temps pour que ce gouvernement soit publié. Tenez, il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre des morts à Beni, en Ituri, même dans les Massissi, ainsi qu'au Sud Kivu. La question sécuritaire, là c'est en rapport avec la sécurité, la question sécuritaire est actuellement plus qu'une urgence. Or, tout le monde est en train de constater que le gouvernement en place a lamentablement failli en matière de sécurité. Les massacres de Beni, c'est depuis 2014 qu'on égorge les gens. Mais le gouvernement n'arrive pas à mettre fin à ce massacre. Et comme le chef de l'État a dit que, il a été relayé bien sûr par Sama Lokonde, le Premier ministre actuel, que la sécurité sera la priorité de ce gouvernement, nous disons que c'est une urgence que le gouvernement soit mis sur pied pour pouvoir mettre fin à ces massacres-là. La sécurité ou les bruits des bottes empêchent les investisseurs de venir au Congo. On ne sait pas investir à Beni, à Butembo, à Ituri et tout, quand on sait qu'il y a des égorgeurs. La population ne sait pas aller au champ parce qu'elle sait qu'une fois au champ, elle peut être égorgée. Et donc, le gouvernement doit rapidement être publié afin de mettre fin à l'insécurité que nos frères vivent à l'est du pays. Et donc, la non-sortie, la non-publication du gouvernement est en train de préjudicier la population congolaise. Le plus rapidement possible, il faudrait que le gouvernement soit publié. Et nous espérons que le chef de l'État, qui est conscient qu'il lui reste 2 ans et demi, va s'atteler rapidement à faire sortir le gouvernement pour que les choses marchent pour le mieux. Le gouvernement tarde à venir, Moulumba. Le gouvernement tarde à venir. Cela n'entraîne aucune conséquence sur la vie du pays? Mais absolument. Le gouvernement tarde à venir, mais en réalité, ça fait plus de 5 mois qu'il n'y a plus de gouvernement. Le Conseil des ministres ne se réunit pas. Donc, indépendamment du gouvernement qui doit sortir. Mais ce qui se passe était prévisible. On a chargé un compatriote de créer une majorité, de fabriquer une majorité. Cette majorité n'est pas fabriquée sur base d'un programme,
ou de programmes de différents partis politiques. C'est des individus. Vous faites partie de la nouvelle majorité, ou pas, vous faites partie de la nouvelle majorité. On a constitué comme ça des individus qui, par définition, dans ce cas-là, viennent pour des intérêts personnels, puisqu'il ne s'agit pas de groupes organisés qui adhèrent à une idée ou à un projet ou à un gouvernement. Alors, lorsqu'il faut constituer le gouvernement, il se pose des problèmes, parce qu'il n'y a pas de personnes qui parlent au nom de groupes, c'est des individus. Ça complique largement les choses. Ensuite, vous avez un Premier ministre qui est d'un membre d'un parti politique, je pense qu'il doit avoir 2 ou 3 députés, quelque chose comme ça, pas plus, sur 500. Donc c'est lui-même, politiquement, il ne pèse pas. Et dans le pays, c'est presque un illustre inconnu. Ça complique davantage puisqu'il y a un problème de personnalité et de capacité d'influence. Vous avez une majorité, une coalition qui ne repose pas sur un programme non plus. À ce moment-là, les choses sont encore plus difficiles. Lorsque le Premier ministre constitue un gouvernement, comme on dit, il prend voir le président de la République, il lui dit, bon, voilà, le gouvernement que j'ai constitué, et que le président dit n'est pas d'accord avec un tel dessus. Il rentre, il remodifie, il revient encore avec ce gouvernement, avec son nouveau gouvernement. Si le président de la République n'est pas d'accord de nouveau, alors c'est qu'il y a un problème entre les deux qui ne voient pas les choses de la même manière. Dans ce cas-là, le Premier ministre doit tirer les conséquences, dire que bon, dans ces conditions, ça n'a pas de sens que j'ai dans mon gouvernement des ministres avec lesquels je ne pourrais pas travailler parce que je ne partage pas leur point de vue. Donc, faire un gouvernement ça a un temps. Si le désaccord persiste, il faut donner la chance au pays en créant les conditions pour qu'il y ait notre Premier ministre qui tente un nouveau gouvernement. Parce que si le Premier ministre ne parvient pas à former un gouvernement qui convienne au président de la République, alors c'est le début des problèmes. Donc, d'un côté, on n'a pas une majorité réelle, quelque part on construit sur du sable, parce qu'il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une vision partagée au sein de cette majorité. Cela a de graves conséquences. On a évoqué la situation de l'Est et tout le reste, parce qu'on doit prendre des décisions importantes, graves, pour stopper la situation qui se passe dans le Kivu pour l'essentiel des Congolais. Il faut des décisions politiques qui nécessitent d'être soutenues par une très large majorité. Est-ce que cette majorité que nous avons regarde les choses de la même manière, regarde dans la même direction? Sinon, nous ne sommes qu'au début des problèmes. Alors, Aruna, vous avez observé quelles sont les conséquences sur la vie du pays avec ce retard qu'accumule la formation du gouvernement? Certainement, M. Noël. Nous sommes déjà presque au mois d'avril. Il reste au moins 9 mois pour que l'année 2021 puisse terminer. Alors, dans les 9 mois ici, à peu près 8, dans les 8 mois ici, c'est le 8 mois de travail que le président doit travailler. Pourquoi? Quand nous entrons directement en 2022, c'est l'année de préparation des élections. En 2023, il faut qu'on organise les élections. Maintenant, moi, je me pose une question de savoir quand est-ce que la population va se retrouver? Quand la vie sociale de la population, comme l'insécurité, on venait de les soulever là-bas, les choses ne marchent pas. Et tout ça, c'est nous, la population, qui est en train de compatir. Alors, au-delà de tout, le problème qui est là, M. Noël, c'est le problème de la gestion des ambitions. L'émission passée, j'avais dit ça ici. Le principe de 8 députés pour un poste ministériel, c'est ça qui bloque aujourd'hui. Comment? L'ensemble de Moïse Katumbi exige le respect strict de ces principes-là, de 8 députés, un poste ministériel. Pourquoi? L'IDPS a au moins 8 postes. Ensemble a eu moins de 8 postes. Maintenant, Ensemble dit comment l'IDPS peut avoir 32 députés, il peut avoir 8 postes, tandis que nous, plus de 70 députés, nous avons quelque chose de 5 postes.
Et je pense bien que la semaine passée, nous avons constaté la présence de Moïse Katumbi ici pour venir régler cette situation-là. Alors, un autre problème, c'est le problème de la charte de l'Union sacrée. Hier soir, j'ai suivi Eliezer Ntambwe dire que la charte serait... On va faire sortir la charte, bien on va construire la charte après la mise en place du gouvernement. Maintenant, moi je me demande, ils sont venus à l'Union sacrée en fonction de quoi? Slogan. Ils ont adhéré à quoi? La task force là, qu'on nous disait la task force, on pensait qu'il y a un travail qui s'élabore là-bas pour nous présenter, non? Voilà la vision du chef, voilà ce que nous allons faire pendant cette période qui nous reste de l'Union sacrée ici. Mais jusqu'à présent, hier, nous avons entendu que non, la charte serait mise en place après la sortie du gouvernement. Et au-delà de tout, je vois que non, les pays reculent. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Votre question, revenons à votre question. Vous dites, est-ce que ce retard n'entraîne aucune conséquence sur le pays? Voilà. Ça entraîne de grosses conséquences. Dire le contraire serait mentir. Le pays va au ralenti. Les priorités que s'était assignées le Premier ministre, notamment sécurité, redresser l'économie, la santé, etc., eh bien, c'est un peu en pause. Donc, c'est de l'avis de tout le monde de dire, oui, il faudrait accélérer le processus. Mais cela dit, il faut malheureusement constater que c'est l'habitude, les pratiques politiques dans notre pays. Quand on voit l'histoire récente de notre pays, surtout sous le multipartisme, est-ce que la constitution d'un gouvernement s'est déjà faite en moins d'un mois? Malheureusement non, parce qu'il faut tenir compte de pas mal de paramètres. Et là, par exemple, l'Union sacrée a été créée, il y a différentes plateformes. Nous voulons faire ça, mais ça devient maintenant une règle. Je ne dis pas que c'est une règle, j'ai bien dit malheureusement. Donc il faut changer cette pratique-là. Il faut changer cette pratique-là. Bon, là on tient compte des forces politiques, mais on tient compte de la géopolitique, on tient compte du fait que j'ai entendu une liste, c'était je crois d'ensemble, liste de candidats ministres, et là j'ai applaudi, qui a été renvoyée, qui a été présentée au Premier ministre, mais le Premier ministre a renvoyé ça, parce que dans leur liste il y avait 0 femmes, alors que on a demandé à chaque liste qu'il faut, par exemple, des femmes, il faut aussi des jeunes, etc. Et il y a tellement de paramètres, mais ça fait partie des pratiques qu'il faut changer dans ce pays, parce que comment on peut toujours prendre 2 mois pour former un gouvernement, 4 mois pour former un gouvernement, et pendant ces 4 mois, on a un gouvernement démissionnaire dont les membres continuent à être payés, et donc ça fait double. Non, on doit absolument changer cette pratique. Et ça vient du fait que M. Moulumba l'a soulevé, il n'y a pas de majorité, donc on se réfère à différentes forces politiques et il faut faire un arbitrage avec ces forces politiques, mais entre-temps, qui paye les pots cassés? La population. La population paye les pots cassés. Oui, M. Kitoko. Merci Noël. Moi, je pense que mon rôle, en tant que, non seulement que je l'ai déclaré ici, que je ne suis pas de l'Union sacrée, c'est pas parce que je ne suis pas de l'Union sacrée que je n'aime pas ma patrie. J'aime mon pays et en tant que patriote, j'ai l'obligation de dire les choses qui sont vraies. Tout à l'heure, là, j'ai écouté notre collègue qui a parlé de la question de la sécurité à l'échelle du pays qui conditionne avec le gouvernement. Moi, je dis que c'est faux. Le premier commandant des forces armées de notre pays, c'est le président de la République. Et l'armée n'a pas un parti politique. L'armée ne dépend pas du gouvernement directement comme ça. Ils ont un commandant qui est le chef d'État qui commande l'armée de notre pays. Donc, de ce point de vue, si la question sécuritaire, qui est gouvernement ou pas, on devrait avoir des militaires guerriers et qui travaillent de manière permanente pour sécuriser nos populations à l'est du pays. Et c'est la mission qui s'est assignée d'ailleurs. Il le sait très bien. À ce qui concerne le président de la République, gouvernement ou pas, il est là, commandant suprême des forces armées.
Et en tant que patriote, il devait avoir une vision. Ce qui manque dans notre pays, il faut souligner, c'est la vision réelle que nous avons du pays. Autour de la sécurité, quelle est la vision réelle autour de la sécurité? Il ne suffit pas de se dire, président de la République, on ne peut pas mettre dans le pays comme le Congo maintenant, qui est frappé par de milliers de soldats, des inconnus ici et là, et mettre un diplomate au sommet de l'État, mon Dieu. Il faut un patriote qui aime le pays et qui se dit, si une fois encore de plus, on inscrit par les Nations Unies le Rwanda comme un pays qui agresse le Congo, je l'attaque. Nous devons commencer à élever les voix comme ça, et avec le chef d'État au sommet de l'État, et réfléchir comme ça. Mais tant que nous ne sommes pas dans cette logique, et on dit non, on attend la sortie du gouvernement, et le gouvernement, il va peut-être essayer de mettre le moyen, et le moyen là qu'on va essayer de soutenir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère la sécurité du pays. La sécurité du pays est entre les mains du commandant suprême des forces armées. Il est là. Et le chef d'état-major général n'appartient pas à un parti politique. Il n'attend pas qu'on lui dise de la part de ne sais pas qui, il dépend directement du président de la République. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément que j'aimerais apporter, le gouvernement peut sortir cette nuit, ça peut sortir demain ou après-demain, mais qui a donné au Premier ministre cette logique-là, de dire que oui, député, un ministère. D'où il a tiré ça? De nulle part. Il n'y a pas une seule règle de la Constitution de notre pays qui lui dit, vous avez 8 députés, vous avez un ministère. Rien du tout. Et quand il a dit ça, veut dire quoi? 500 députés divisés par 8, vous avez autant de ministères que nous avons décriés qu'il ne faut pas avoir autant de ministères dans notre pays. En faisant des calculs simples. Et il est bloqué lui-même par rapport à ça. Il a quel pesanteur? Le poids politique. Parce qu'il parle de gouvernement de guerriers. Le guerrier, il va le trouver où? Ces patriotes-là, où faire quelle guerre? Contre qui? Contre la famine? Contre les sécurités? Il ne l'a jamais défini. L'union sacrée, on le dit ici. Et pourquoi je ne suis pas membre? Tout simplement parce que je ne connais pas les contenus. Un homme sérieux, un lisez le discours du 6 décembre, tout est là. Adhère à quelque chose sur base d'une charte définie, écrite quelque part, et non pas par rapport au slogan. Les slogans, pourquoi je dis les slogans? Depuis que le président de la République est président de la République à l'investiture, ici, il a prononcé combien de discours et combien de promesses? Ce n'est pas sur base de promesses que je vais adhérer. Je vais croire sur base de ce que nous nous engageons ensemble pour dire, voici la méthodologie, voici les règles de jeu, voici le mécanisme, voici la vision qu'il faut suivre. Ça peut ne pas venir de lui, mais ça peut être collectif. À partir de ce moment, il y a un engagement solennel pour la patrie. Là, on peut adhérer. J'ai refusé d'adhérer tout ça parce qu'il n'y a que des slogans, il y a du vide. Il n'y a pas même... Vous pouvez vous imaginer, vous adhérez à quelque chose, on vous dit que la charte va sortir après. Et on trouve ça sérieux. Pour un pays comme le Congo, moi je dis non. À un moment donné, même si on est fanatique, il faut savoir cesser avec le fanatisme et dire les choses telles qu'elles sont pour que le pays avance. Il est évident que le gouvernement doit sortir. Mais je regrette, et je le dis toujours, même si ça sortait cette nuit ou demain, je ne crois plus aux efforts que fera ce gouvernement pour relever les défis dans notre pays. Réfléchissons autrement pour sortir le pays du gouffre, parce qu'il n'y a pas une vision réelle. Alors, Madame Ambongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la question. Qu'est-ce qui vous fait peur pour l'avenir du pays? Monsieur Noël, vous savez, c'est tout le monde qui veut prendre part à la fête, au banquet, mais le gâteau est petit. Le gâteau est petit. On donnera à qui? On refusera à qui? C'est ça le problème qu'il y a. Le discours du 6 décembre, dont Mme Makomba évoquait tout à l'heure, on nous a parlé, on nous a brossé de l'Union sacrée. Et le président de la République a ouvert les bras, il dit venez adhérer à cette démarche pour que je puisse bien gérer le pays. Tout le monde a adhéré à l'Arche de Noé. Mais maintenant, là, pour former le gouvernement, il se pose un problème, M. Noël, un problème réel. C'est les ambitions de ces politiciens, de ceux qui sont venus, les adhérents de la première heure, les adhérents de la seconde heure, et il y a encore des gens qui adhèrent jusqu'à ce jour à l'Union sacrée. Et vous voyez, maintenant, ça fait en tout. Et c'est ce tout-là qui veut être représenté au gouvernement. C'est ça le problème, M. Noël. Personne ne veut être à l'écart. Tout le monde veut prendre part au gâteau.
Et ça retarde la mise en place de ce gouvernement. Et ces politiciens-là oublient une chose. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a des entreprises. Nous attendons la mise en place des DG ainsi de suite. Ils vont encore se bagarrer. Ça ne vient toujours pas parce que le gouvernement n'est pas. On encombre le directeur du cabinet du chef de l'État. Voilà celui qui doit ordonner maintenant qui est... Mais vous l'encombrez. Mais ça prendra 20 ans. Et ça retarde aujourd'hui l'administration. Donc, à nos politiciens de mettre de l'eau dans leur vin. Ce n'est pas tout le monde qui doit se retrouver au gouvernement. Le blocage, c'est quoi? Vous avez parlé, non? Vous avez parlé de Katumbi. Mais il y a des divergences entre le président de la République et Katumbi. Il était ici la fois passée. Ils ne s'entendent pas. Voilà. C'est M. Tshisekedi qui sera redevable en 2023. Ce n'est pas Katumbi. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Bahati. Ce n'est pas Mbosso. C'est Tshisekedi. Donc, on laisse à M. Tshisekedi de choisir les ministères qu'il veut avoir. Vous venez l'aider. Et c'est ce que nos politiciens ne comprennent pas. Aidez-le, parce que vous avez accepté d'adhérer à l'union sacrée. Aidez-le. Mais ne venez pas exiger, moi je veux le premier, quoi ça, vice-ministère, je veux ceci. Non. Et ça retarde, voilà pourquoi nous en sommes à ça aujourd'hui. Et si ça continue 4, 5, 6 mois, je ne sais pas ce que Samalu Condé va faire en quelques mois. Parce que l'année prochaine, là, on va parler de la CENI tout à l'heure. C'est un dossier sensible. Okay. On a besoin tout est sensible au Congo. Mais c'est très sensible. Ok. Alors, Monsieur le Kagab, vous avez quelle crainte vous avez par rapport à ces retards que nous accumulons chaque jour? Je vous remercie. Moi, je n'ai pas la crainte. Vous savez, le système politique, le régime politique congolais, après les élections de 2018, n'a démontré qu'aucun parti n'ayant gagné la majorité parlementaire. Ce n'est pas une nouveauté. Dès lors qu'aucun parti n'a pas gagné la majorité, il y a des coalitions en amont comme en aval. La Belgique a fait des années, l'Israël naturellement, mais le pays fonctionne parce que nous avons la décentralisation. Dans la décentralisation, chacun gère les entités décentralisées conformément à la loi. Et puis il y a des responsabilités au niveau du gouvernement central. On ne dit pas que le pays ne marche pas, ça marche. Nous avons un problème sur la formation du gouvernement, ça peut prendre le temps au regard des enjeux politiques, parce qu'il s'agit d'enjeux politiques. Et vous ne pouvez pas empêcher les politiciens de ne pas accéder au pouvoir, parce que la création des partis politiques, c'est dans l'exercice et la conservation du pouvoir d'État. Et tous les politiciens aiment le pouvoir, ce n'est pas un secret. Sinon, on ne crée pas de partis politiques. Je vous ai posé quelles sont les conséquences que connaît le pays pour ça. Alors, puisqu'il y a des conséquences, à chaque conséquence, il faut une solution. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes en train de vous perdre dans... Allons-y, rapidement. Oui, rapidement. Le vrai blocage, c'est à partir de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale va accueillir le gouvernement, il va installer le gouvernement, il va donner le go, la bénédiction. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un couac important. Parce que les présidents des commissions qui sont là, devaient rester là jusqu'à la fin des mandatures. Alors comme la donne Union Sacrée atterrit, on doit requalifier la majorité. Et ça va prendre du temps. J'ai suivi une émission dans une radio périphérique où on dit que les faits sont là, Union Sacrée, mais côté juridique qui prime. Il faut changer le contenu du règlement intérieur. Et au bas mot, ça va prendre 3 mois. J'ai suivi les députés, les sénateurs qui sont là, etc. J'ai suivi ça dans une radio, j'ai dit, oh mon Dieu, nous partons pour la gloire. 3 mois, et le gouvernement sorti à quel moment? Le gouvernement est en train de temporiser parce que la maman n'est pas encore prête pour bénir son bébé. On va faire une voilà. césarienne. Voilà. À ce moment-là, nous devons, il faut un sursaut d'orgueil dans ce pays pour dire que voilà, c'est notre pays. Hein.
venez un peu là-bas, allons vers l'essentiel, franchement. Vous vouliez dire quoi, monsieur? Non, juste, Mbele, rapidement. On doit changer le règlement intérieur. On doit changer ça. Rapidement. les uns et les autres, en tout cas pour la plupart, semblent exprimer des inquiétudes concernant la sortie du gouvernement. Tout à l'heure, vous avez entendu M. Lokaka dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter ou il n'y a pas, en tout cas, à paniquer. Alors, si nous remontons à la dernière sortie médiatique du Premier ministre lui-même, il n'avait pas l'air si inquiété de ce que l'opinion semble dire retard de la sortie du gouvernement. Les arbitrages qui se feraient ne sont pas de nature à retarder la sortie du gouvernement. Il a même dit que devant l'Assemblée, il va présenter le programme du gouvernement. Donc, et que tout allait pour le mieux. Je tends à abonder dans le sens de Baudouin pour dire que c'est l'Assemblée qui va accueillir le gouvernement, qui, elle, doit se mettre en ordre utile pour justement accueillir le gouvernement dans la forme qui conviendrait. Et le retard, donc, n'est pas du côté de la formation, comme on dit, les réclamations de postes par tel ou tel. Ce n'est pas de ce côté-là, c'est beaucoup plus au niveau de l'Assemblée où le gouvernement doit être reçu, puisque le Premier ministre a dit qu'il est prêt et qu'ils sont en train d'affiner ce qui sera le programme du gouvernement. En réalité, moi je pense qu'il y a deux dimensions essentielles qui nous font traîner. La première dimension, elle est interne. Je pense que le Premier ministre, quelque part, confond l'exécutif et le représentatif. L'exécutif, c'est pas un problème qu'il faut 5 qui viennent de ce parti, 3 qui viennent de ce parti-là. Voilà. Non. Vous cherchez les meilleurs pour exécuter votre programme. Et quand vous avez fait cela, vous voyez le président de la République pour le présenter. Donc c'est pas un problème qu'il faut 8 par autant de députés. Ça n'a rien à voir avec cet arrangement-là. Maintenant, il y a une deuxième dimension. En âme et conscience, et ma petite expérience démontre que la transhumance et le chambardement intervenu au niveau institutionnel n'est pas le fait des Congolais. Par conséquent, ceux qui ont mis l'argent ou tout ce que vous voulez sur la table, Zita, notamment, principalement, ces gens-là, alors ils interviennent dans la formation de votre gouvernement. Il faut que des ministères leur soient assurés. Il faut que des personnes qui dirigent les institutions, que quelque part, soient en conformité avec eux. C'est pour ça qu'ils ont provoqué. Vous croyez sincèrement qu'en 2 mois, il y a eu la nouvelle majorité de 90%, le chambardé, la Sénat chambardé, comme ça, gouvernement, n'en parlons pas. Il fallait pour ça une intelligence supérieure, une intelligence, des services d'intelligence, avec des gens très expérimentés, avec des gros moyens technologiques, financiers, tout ce que vous voulez pour obtenir ces résultats-là. Alors ces gens-là, ils imposent leur volonté dans la formation de ce gouvernement. C'est ça que j'ai dit que ça ne nous rassure pas pour l'avenir par rapport à notre évolution jusque-là et ce qui est devant nous. C'est-à-dire quelque part, on perd le contrôle du pays. Nous l'avons dit ici, nous avons entendu parler des ententes militaires, à gauche, à droite, et tout le reste. Tout ça va ensemble. N'isolons pas les faits. Donc, pour moi, je suis inquiet, le directeur. Le gouvernement peut sortir ce soir, ce n'est pas ça le problème. Mais le gouvernement pour faire quoi? Quel engagement? Quoi concrètement? Quel programme? Est-ce que les questions essentielles qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes pourront être abordés réellement? Est-ce que ces gens-là vont accepter ça? Et s'ils n'avons plus de majorité, si nous sommes affaiblis par l'éclatement de la coalition, par FCCH, si nous sommes affaiblis par la perte de contrôle sur les institutions, mais nous sommes quelque part perdus, ressaisissons-nous. Ok. Très bien. Voilà, nous avons encore un autre problème par rapport
aux institutions, il y a une institution qui doit s'occuper des élections. Nous parlons de 2023-2023. S'il n'y a pas de CENI, je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Mais alors, dans cette CENI, la société civile et les politiques ne parlent pas le même langage. Au sein même de confessions religieuses, on ne parle pas le même langage. On parle déjà de composer le bureau de CENI. Que faut-il faire entre la loi organique et la composition du bureau? Qu'est-ce qui doit précéder l'autre, normalement? Madame Angèle. Moi, je trouve cette question de la CENI totalement effarante, parce que ce que j'aurais souhaité et que d'autres auraient souhaité, c'est que l'Assemblée nationale examine le fameux rapport de M. Nanga, que nous ayons l'audit. Il y a eu des élections que d'aucuns ont fustigées. Mais nous allons passer à cette CENI-là, qui nous a organisé des élections vraiment scabreuses, à une nouvelle CENI sans faire d'audit, sans... Et on a un rapport, d'ailleurs, que j'essaie à corps et à cri de me procurer de Nanga, que je n'arrive pas. Nous devons l'examiner. Ensuite, maintenant, vouloir composer le bureau... Vous avez suivi Nanga la semaine passée. Il a dit qu'il est prêt avec son rapport. Eh bien, c'est là où moi j'interpelle l'Assemblée nationale. Ils doivent commencer par ça. Hein? Bon, parce qu'on nous dit d'ailleurs que dans ce rapport, il dit des vérités. Bon, maintenant, la composition, oui. La question est de savoir, maintenant, on a ouvert le processus de dépôt de candidature pour le remplacement du bureau actuel. Que faut-il faire? Parlons de... Mais j'allais vous répondre. Ce qu'il faut faire, il faut suspendre. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord réformer cette CENI. Donc, la loi précède. Voilà. Exactement. Et les confessions religieuses s'étaient mises d'accord là-dessus. Avaient dit oui aux réformes. Et puis subitement, on entend l'abbé Chollet dire venez déposer les candidatures. Et comme maintenant la population proteste, certains journalistes protestent, ils disent nous n'avions jamais dit ça. Nous ne sommes pas contre les réformes. Mais tout en demandant aux gens d'aller déposer les candidatures. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Hein? C'est marcher la tête à l'envers. Parce que dans les confessions religieuses, il y a une déclaration de Simé qui souhaite que la loi organique soit d'abord examinée rapidement en attendant la loi sur les élections, proprement dites. La CIME préfère que ce qui est plus facile soit déjà résolu pour installer les bureaux. Communiqué de presse de la Commission d'intégrité et médiation électorale. La Commission d'intégrité et médiation électorale, CIME en sigle, suit avec beaucoup d'intérêt les discussions autour de l'organisation des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. La CIME se félicite de l'engagement des acteurs politiques et sociaux dans un débat républicain en s'appuyant essentiellement sur des propositions concrètes en ce qui concerne les réformes électorales attendues. La CIME salue l'engagement de la plateforme des confessions religieuses dans les plaidoyers pour que l'Assemblée nationale fasse des réformes électorales une des priorités de cette session parlementaire en cours. La CIME invite les acteurs sociaux et politiques à ne pas jeter la confusion sur la démarche des confessions religieuses qui, à aucun moment, a remis en cause la nécessité d'opérer des réformes électorales avant la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle et la tenue des prochaines élections. La CIME rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a une nette distinction entre la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale dont la réforme est plus complexe.
La CIME soutient la démarche faite de commun accord par les confessions religieuses de plaider pour que l'Assemblée nationale priorise la réforme des lois organiques dont les débats et l'adoption par les deux chambres prendront un temps relativement court. La CIME estime que la révision de la loi organique de la CENI permettra la mise en place dans les meilleurs délais d'une nouvelle CENI qui, du reste, apportera des avis techniques relatifs à la réforme électorale. La CIME appelle enfin les acteurs politiques et sociaux à plus de retenue et de responsabilité dans les débats démocratiques sur ces deux lois. Puisse l'Éternel Dieu éclairer et accompagner toutes les parties prenantes au processus électoral en cours. Fait à Kinshasa le 23 mars 2021, Imam Moussa Rachidi, président AI de la CIME. Vous disiez Si nous prenons le timing par rapport à décembre 2023, il y a des choses du processus qui doivent commencer déjà aujourd'hui, enfin actuellement, pour que nous puissions être à temps en fin décembre 2023. Donc, l'audit de la gestion de la CENI passée, si on doit s'attaquer à ça en priorité, ça risque de retarder le calendrier. S'il y a lieu de prioriser des actions, il serait bon de procéder à la réforme afin de mettre en place le bureau de la CENI, quitte à ce qu'une session spéciale de l'Assemblée revienne sur l'audit et autres là parce que bon, les écrits sont là, les faits sont là, on ne peut pas les occulter indéfiniment. Mais si l'on veut respecter le timing, le cycle des élections, en respectant l'échéance de 2023, il y a lieu que la réforme de la loi électorale, la loi sur la CENI, soit déjà entamée, la loi organique soit entamée pour que nous tenions le calendrier électoral sans faille, sans glissement. Ok. Oui, c'est parce que nous travaillons trop lentement. Je vous remercie sincèrement. De la même ordre d'idée que le communicateur de l'UDPS, mais moi je médite. Vous savez, pendant plusieurs années, nous sommes partis des approches de la belligérance. C'est Peacock et Huysmans ont étudié les sociétés en crise. Et nous avons pris du temps pour faire l'approche de Chevalier qu'on appelle une approche dialogique. Parce que nous sommes en crise à tout moment. Mais il est temps d'arrêter. Parce que celui qui serait à la CENI, naturellement, pour raison d'État, doit être un fonctionnaire de l'État. Alors il faut le demander le statut Malou Malou, Nanga et autres, Moulunda, s'ils sont fonctionnaires de l'État, naturellement. Parce qu'ils gèrent une question électorale. Et quel est le statut? Ils sont régis par quel régime? Après 6 mois, Tata Nzambe Talela Bisso, comme maman Olivier fatiguée, c'est maman Denise. Et donc, il y a un problème sérieux pour un État sérieux, responsable. Et donc, et s'ils seraient fonctionnaires de l'État parce qu'ils vont attribuer le mandat aux Congolais pour devenir député, conseiller communal, maire de la ville, il y a une loi organique donnant le statut de ces gens-là et que la CIME et les confessions religieuses ne vont pas les gérer, ils seront des fonctionnaires de l'État commis au service des élections. Et donc, il est temps, à ce niveau-là, d'arrêter pour dire ces gens-là qui seront commis à la commission électorale, quelle est la nature juridique de leur statut par rapport à l'État congolais. Ils sont fonctionnaires ou ils sont des gens qui prestent par rapport à 6 mois des élections. Et c'est une question fondamentale qui doit être attribuée. Et celui qui va gérer la CENI, il va venir par des concertations, sociétés dites civiles et qui? Parce que c'est une direction.
du ministère de l'Intérieur. Et cette direction doit avoir une nomenclature, une connotation, un statut et le budget annexe de l'État. Parce qu'ils vont faire carrière. C'est pour ça qu'on veut... C'est comme ça que cette loi va nous empêcher. Ils se sont réunis en Ganda, ou ils se sont réunis en Kamba. Cette nature va dire quel est le fonctionnaire le plus ancien par rapport à sa nomination. Comment on procède pour avoir un secrétaire général des élections, la direction qui serait chargée, parce que les élections en RDC seront à tout moment permanentes. Et ces gens-là qui vont prester ne vont pas dire Papa Nzambé. Et donc, c'est une question de société qui doit être étudiée pour élaguer les sensibilités auxquelles nous avons pris pendant tous ces temps. Okay. C'est pour cela que la loi doit être prête avant quoi que ce soit. Oui, madame. Merci, monsieur Noël. Je serai très brève. Vous savez, avant d'occuper une maison, vous devez équiper la maison. Vous devez savoir comment est la maison. Parce que vous ne pouvez pas occuper une maison où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de lit, il n'y aura pas de viabilité. Et la maison, c'est la CENI. La CENI doit être reformée. Et on ne peut pas éluder l'audit de la CENI. Monsieur Kambelimbe, on nous a amené des machines à voter ici. Est-ce que les machines à voter sont arrivées dans le fin fond de l'Issala, chez moi là-bas? Je ne pense pas. Est-ce que les habitants là-bas ont voté comme il fallait? Je ne sais pas. On doit savoir, on a imprimé combien de cartes d'électeurs quand même? Il en reste combien? Mais est-ce que les machines sont encore là? On doit savoir tout ça, monsieur Noël. On avait même appris en son temps qu'on imprimait des cartes d'électeurs dans un pays limitrophe du nôtre. Donc on doit auditer la scène. Il y a un flou là-bas qu'on doit chercher à éclairer l'opinion. La loi électorale, on doit aussi réformer la loi électorale. Cette loi a favorisé certains et a défavorisé les autres. Et ça a créé des frustrations, monsieur Noël. Donc les réformes sont importantes avant qu'on puisse désigner le nouveau président de la CENI. Donc les animateurs. Les animateurs. Okay. Mais seulement que les confessions religieuses ne cherchent pas à s'accaparer de la CENI. Parce que c'est la société civile. Et dans la société civile, il y a beaucoup d'associations, des femmes, des avocats, des architectes. Mais nous voyons qu'il n'y a que les syndicats, merci, mais il n'y a que les confessions religieuses qui cherchent à récupérer la CENI. Et ça, ce n'est pas bon. On doit aussi essayer un peu de mettre un peu les confessions religieuses de côté. On voit aussi certaines corporations qui composent la société civile qui peuvent aussi diriger la CENI. Pas seulement les confessions religieuses. Dans le règlement, dans les accords, le président doit provenir des confessions. Ce sont eux qui doivent présenter ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas élogieux, monsieur. Oui. Si on refait la loi organique, on ne sait pas si ça sera la même chose. Ok. Rapidement. En fait, merci Noël. Au fait, lorsque vous parlez de la question de la loi organique, la nouvelle loi organique qui doit être peut-être revue, il y a une disposition qui dit ceci. Le président de la CENI vient de composantes société civile et très souvent de tradition de confession religieuse. Et le vice-président, lui, il vient par exemple de parti majoritaire. Alors, vous comprenez que maintenant, là, quel est le parti majoritaire dans notre pays? Il se pose une question réelle. Parce qu'on venait de chambarder complètement la majorité dans notre pays ici. Quel est ce parti qui sera désigné parti majoritaire? Il va se poser un problème. Non. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui se disent, nous avons l'impérium. Les autres disent, nous sommes majoritaires, et ainsi de suite. Voilà pourquoi je dis, la recomposition factice de cette majorité aujourd'hui pose réellement des problèmes et va poser encore des problèmes. Il y a beaucoup qui disent on va auditer la CENI. La CENI, on va l'auditer, alors on va l'auditer jusqu'à la proclamation des élections du président de la République. Si c'est ça le problème, alors là, on n'est pas sur... S'il vous plaît, non, on ne peut pas se limiter à la gestion financière. Il faut auditer, il faut être cohérent envers soi-même et auditer à tous les niveaux pour que nous soyons égaux à nous-mêmes.
Alors, à partir de ce moment, vous comprenez les conséquences qui peuvent en découler. Alors, du reste, je vais vous dire aujourd'hui, parce que nous avons l'union sacrée, dans l'union sacrée aujourd'hui, on impose la politique que tout le monde doit être. J'ai vu une délégation de députés aller à Tanganyika pour dire, nous sommes venus ici pour vérifier l'effectivité de gens qui sont ici au sein de l'union sacrée. Est-ce qu'ils ont pris le temps de voir certaines provinces qui sont dans l'union sacrée, comme à Mbujimaï, comme au Sankuru, comme ailleurs, c'est que c'est devenu ces provinces? Au lieu de prendre des bons exemples ici et là pour dire non, faisons de notre République, au lieu de faire chasse à l'homme, faisons de la République parce que nous sommes des patriotes et faisons évoluer un certain nombre de choses. Mais non, ce n'est pas ça. Que obligatoirement, tout le monde doit être dans l'union sacrée. Chasse à l'homme en même temps. Ce n'est pas normal pour une République qui se dit démocrate. J'ai entendu une question sur l'homme du genre que nous ne sommes pas des dictateurs. Nous ne sommes pas des dictateurs. C'est ça qui va poser le problème, même au niveau de la CENI. Ça va poser des problèmes parce que pour décortiquer et détecter le parti majoritaire, ça va poser de sérieux problèmes au Parlement de notre pays pour qu'on en arrive aux réformes qui se doivent. Alors, il s'agit de Kinshasa, la capitale. Celle que tout le monde appelait hier Kinlabel. Et aujourd'hui, Kinshasa est sur le point de disparaître. Pour quelle raison? Il se fait qu'à une moindre pluie, il y a éboulement par ici, il y a inondation par là, et des cris, des graissements de dents qui s'en suivent, des pleurs et des graissements de dents qui s'en suivent. Alors, que devons-nous faire pour que Kinshasa puisse quand même respirer? Corneille, cofondateur de l'UDPS. Je pense que oui, c'est révélateur. Je pense que ce qui se passe avec la ville de Kinshasa se passe pour tout le pays. Et tant que nous continuerons à avoir des budgets minables de 7 milliards de dollars, nous ne ferons rien. Et pour avoir des budgets de 50, 100, 200, 300, 400 milliards de dollars, il faut faire travailler la tête. Très bien. Si nous ne faisons pas travailler la tête, si nous continuons sur les chemins battus, nous n'y arriverons jamais. Donc je pense qu'on peut continuer à parler de nos hôpitaux qui ne sont pas équipés, qui sont sales, qui n'ont pas d'ordinateur, de mauvaises routes, de ceci, de cela. Ça sera comme ça tant que nous aurons des budgets de 4 ou 5 milliards de dollars. Un pays, un sous-continent comme la RDC ne peut pas avoir ça. Ce que nous vivons là, Kinshasa, je ne vais pas dans les détails, ça ne sert à rien, c'est le fait que, quelque part, nous n'avons pas fait preuve d'imagination pour doter les structures nécessaires des moyens qu'il faut, parce que ces moyens, on n'a rien fait pour trouver des moyens originaux. Oui, Aruna. Merci beaucoup pour la parole, M. Noël. La question de Kinshasa Label, je pense bien que c'est un problème de l'organisation. Très bien. L'organisation vient du verbe organiser. Organiser qui veut dire mettre tous les éléments nécessaires pour son bon fonctionnement. Alors, parmi les éléments ou les moyens nécessaires qu'on peut doter à un pays ou soit à un service, nous avons les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. Je prends d'abord les moyens humains. La qualité des gens qu'il faut mettre dans ces services, il faut qu'ils soient qualifiés. Maintenant, je prends l'exemple ici à Kinshasa. Comment est la qualité de l'homme quinois aujourd'hui? Comment est la qualité de l'homme quinois aujourd'hui? Il représente quoi? Parce que quand moi je suis un villageois, et ma mère me disait souvent que quand ils étaient là au village, il y avait un système qu'on appelait le système des salongo. Donc si vous chaque samedi au moins, il y a salongo. Si tu ne pars pas, si vous ne partez pas faire les salongo, tu serais sanctionné. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, quand ça c'était les moyens humains. Quand je prends maintenant les moyens financiers, dans les moyens financiers,
le pays n'a pas l'argent. La caisse de l'État n'a pas assez de revenus. Je prends l'exemple de la ville-province de Kinshasa. L'impôt d'ailleurs, il y a un impôt que tout le monde paye chaque fois payé à Kinshasa. Nous avons l'impôt sur les revenus locatifs. Nous avons l'impôt foncier qui en paye. Même nous qui sommes ici sur le plateau. Il y a les autres qui sont des locataires. Mais la loi donne l'autorisation à chaque locataire de retenir au moins 20% de l'argent que vous devez à votre bailleur. Qui le fait? Il n'y a personne. Or, il y a une disposition légale qui existe. Je prends l'impôt foncier. Beaucoup ont des parcelles. Qui paye l'impôt foncier? Et comment la ville peut avoir des moyens conséquents pour faire sa politique? C'est un problème. La caisse de la ville n'a pas assez de l'argent. Mais l'épée qui entre est logée dans les poches. Nous avons les problèmes de l'incivisme et la mauvaise gestion des recettes. Et tous ces problèmes-là, je pense bien que non, le pays va toujours, même la ville en question, va toujours continuer avec des poubelles par-ci, par-là. Maintenant, les moyens matériels. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de poubelles publiques. Même si la personne peut avoir la volonté d'avoir ces immondices à la maison pour jeter, il va les jeter où? Il n'y a pas de poubelles publiques. Maintenant, tout ça pour avoir des poubelles publiques, avoir peut-être des véhicules de la ville qui peuvent chaque fois aller ramasser les immondices par-ci, par-là, ça nécessite toujours des moyens. Mais ici, nous vivons toujours des réalités autres. La ville elle-même n'est pas organisée. Alors, la ville elle-même n'est pas organisée. C'est-à-dire nous avons un problème de l'organisation. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour que la ville puisse commencer à sortir petit à petit de... Aujourd'hui, même le boulevard du 30 juin devient un fleuve quand il pleut. C'est curieux. J'ai mené une petite enquête après la tombée de la dernière pluie ici. Parce que si vous allez sur Funa, la direction provinciale de l'OVD se trouve vers le fond, avant de sortir du grand boulevard à gauche. Hein. Il y a un garage qui était tout et tout. Tous les bureaux étaient envahis par des eaux, jusqu'au niveau de 2 mètres. Des inondations. Voilà. J'ai été là, j'ai posé des questions aux ouvriers, aux agents de... Il dit que, mais papa, ça y est, il y a quoi la terre? C'est-à-dire qu'il y a des constructions anarchiques dans cette ville. On m'a montré, et là, le voisin de l'OVD, il y a les voisins. C'est-à-dire qu'après la clôture de l'OVD, il y a 4-5 étages de villas qui sont construites sur de comment on appelle ça, le gros tuyau là. Vous comprenez? Alors, qui est responsable de tous ces forfaits? Ce sont les autorités municipales. Ce sont les bourgmestres, le chef d'avenue. Vous venez avec un petit $, vous donnez, on vous donne le Tongara Kawa. L'urbanisation pose problème. Alors j'ai quand même félicité le gouverneur, je l'ai vu là, en train de contempler les eaux, et il commence à prendre des décisions impopulaires, c'est-à-dire Bukayango. Mais écoutez, c'est très important, écoutez, si on n'a pas le courage de prendre des décisions impopulaires, il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement. Il faut punir. Notre pays n'avance pas parce qu'on ne punit pas. Écoutez, non. Il vient à peine d'arriver, il a hérité, mais il est concerné. Lorsque le jeune frère ici parle d'impôt foncier, il a déjà commencé la propagande. Je ne suis pas en train de défendre l'autorité, mais je constate qu'il fait des efforts terribles. Il y a des voleurs. Il y a des gens qui prennent l'argent de l'État à côté des villes et on met le gouverneur devant un fait accompli. Je suis là, à côté, parfois je travaille avec le gouverneur. Donc, il faut punir. Celui qui, même si vous êtes quel grade, mon Dieu, vous construisez là où il ne faut pas construire, on casse des mesures impopulaires. Le gouverneur est là, qui représente l'autorité de la République, l'armée est là, la police est là,
On doit, sinon ça sera la fin de temps, comme le directeur a dit. Hein. Kinshasa risque, voilà, le pont de Ndjili, menacé. Et si ça se coupe, quelle est la solution immédiate? Non, aimons notre pays, s'il vous plaît. Oui, Madame Angèle, rapidement. Rapidement, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux une des images qui sont authentiques d'une jeune mère de famille avec ses 2 enfants jumeaux qui avait sa maison construite sur des dalles d'évacuation des eaux usées. Et à cause des pluies, etc., diluviennes, dalle s'est écroulée, la maman est tombée dans les canalisations, elle est morte. Elle laisse 2 enfants. Et quand on parle de fiscalité, etc., oui, mais je pense que ce qui nous gangrène, c'est ce que l'honorable a dit, c'est d'abord la fraude, la corruption, la tricherie. Parce que ces autorisations qui violent toute règle d'urbanisation, ce sont des autorités locales qui les donnent. Hein? Regardez comment des parcelles sont morcelées, on construit de façon anarchique, sans tenir compte d'évacuation des eaux usées, etc. Et quand vous dites que Kinshasa va disparaître, oui, c'est ce qui nous guette. Les dangers environnementaux sont énormes parce qu'on ne se soucie pas. Hein? On ne se soucie pas de l'intérêt de la ville. Et le problème, c'est qu'on a un système, il n'y a pas d'élection locale encore, donc on a nommé des gens qui ne sont pas à leur place et qui sont malhonnêtes et qui ne sont pas sanctionnés quand on sait que réellement ils ont commis des impairs. Oui. Donc. Oui, je voulais dire que Kinshasa souffre de 2 principaux problèmes en rapport avec les inondations que nous constatons. Il y a un problème urbanistique et un problème d'aménagement du... Voilà. Un problème urbanistique et puis un problème d'aménagement du territoire. Le fait que l'insalubrité aidant, bien sûr, le fait qu'on fait des choses sans associer des experts, ça nous amène là où ça nous amène aujourd'hui. Comment pouvez-vous comprendre que l'on construise le long de la rivière Kalam, par exemple? Vous voyez des murs le long de la rivière, alors qu'en principe, les maisons seraient à une dizaine ou vingtaine de mètres de la rivière. Mais maintenant, on ne sait même pas, est-ce que ça c'est la bordure de la rivière ou quoi? Quelqu'un vient et il construit un mur. C'est le mur de sa parcelle. Donc là, c'est dangereux. À un moment, nous avions salué la décision du ministre Kokoniangi. À l'époque, il avait décidé de démolir toutes les maisons construites le long de la rivière Kalam. Mais malheureusement, il n'a pas pu exécuter cela. Alors, la solution actuellement, c'est de pouvoir démolir ces maisons-là. Mais en démolisant, parce qu'on sait que l'État a le pouvoir d'exproprier. Donc l'État congolais peut exproprier toutes les maisons construites le long des rivières, mais à condition. Pour l'intérêt public, l'État a ce pouvoir-là. Mais pourvu que l'État ait les moyens de pouvoir dédommager ces gens-là. Sinon, ça va créer des frustrations, ça sera compliqué. Mais pour l'intérêt public... Dédommager quand on est en règle. Ouais. Mais quand on a fait anarchiquement, vous devez être sanctionné. Oui, mais la difficulté, qui accorde l'autorisation à ces gens? Ce sont des agents de l'État. Ils ont des autorisations. Alors il faut sanctionner ces agents de l'État. Qui va sanctionner les agents de l'État? Mais nous avons une autorité établie. Ok. Une minute. Oui, Hein. Une minute. Dans le même ordre d'idée de RCD-KML, parce qu'ils ont dérangé la République, mais il a une pensée pensante. Il est vrai qu'il y a un réseau en RDC qu'on appelle Volume Folio. Ce réseau-là concourt les agents des ministères des Affaires foncières, parce qu'ils font les affaires. Parce qu'il y a 2 ministères en RDC qui ont fait les affaires. Affaires étrangères et les affaires foncières. Et vraiment, ils font les affaires. Et ce réseau-là concourt aux magistrats, aux avocats, aux généraux, policiers. Et puis, ils mettent les autorités politico-administratives
Parce que quand vous prenez le long Chaoumba, qui vend ça? Vous dépassez Cathédrale, qui a vendu ça? Hein? Même ce que le président est parti en Tselela, c'est affronter ces réseaux-là. Ils appellent volume folio et ils impliquent toutes les autorités. Ils sont connus. Petit bango c'est ce réseau-là qui fait en sorte que quand quelqu'un est autorité, il devient faible parce qu'on lui a confié une parcelle. Et par conséquent, il devient redevable. Même s'il est ministre, il est gouverneur, il est député, il ne sait pas. Le pangouana ba pesaka yeba osanine. Alors, mais non, face à ça, il faut un plan Marshall. Parce que vous avez dit l'impôt, le gouverneur va souffrir. Il a hérité des contrats, Gentini. Et puis, Godelier dit, je vais paraphraser Kabouya Lumonasando dans le paradigme de Godelier, il dit le consentement du dominé à sa propre domination. Donc quelqu'un est dominé et puis il consent. Et donc il ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il hérite. Et donc il faut des courageux pour dire, eh bien monsieur, bon, on ne fait pas la loi Marshall, sinon on sera dictateur, on invitera le président, pour dire arrêtez parce qu'ils se sont taracinés. C'est toute une bande des affaires foncières, du cadastre, de la justice et tout ça. Ils se sont taracinés et ils ont pris l'ascension en impliquant les étrangers qui sont autres. Alors, je pense que là, il faut un plan d'urbanisation parce que, directeur, un peu. En face du palais du peuple, il y a le centre d'épuration de l'eau de Kinshasa, en face du palais du peuple. Mais on va construire un grand bâtiment. Ce qui fait que tous ceux qui viennent de Yolo, parce qu'ils ont demandé les anciens de Kinshasa, en face là, vous n'allez pas me construire. Bandal et tout, c'est le centre d'épuration. Quand on construit dans le centre d'épuration, la ville est inondée. Mais qui va dire, c'est-à-dire nos députés, même s'ils sont majorité ou minorité, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, le problème qu'on a, bon, il faut méditer, il faut des énergies pour l'innovation. Oui, j'espère que le gouverneur Ngobila, avec l'expérience qu'il a, il va devenir vertébré. Hein? Oui, en fait, la réalité de notre pays, c'est quoi? Je vais articuler sur 3 choses réelles. Je prends l'exemple de Kimoenza. Il y a 2 jours ici, c'est Monseigneur Ambongo, en personne, qui va se déplacer pour défendre la population locale. L'État avait déjà déboursé de l'argent pour qu'on arrange les routes. Et rien n'est fait. Il y a toujours le problème des commissions sur commissions ici et là. Rien n'est fait. On ne saura jamais qui va sanctionner qui, alors que l'argent des contribuables congolais, des souffrances du peuple congolais, est déjà sorti pour ça. Et maintenant, c'est Monseigneur Ambongo qui sort de son silence pour dire, quand même c'est le peuple de Dieu, il faut faire quelque chose. Responsabilité de l'État. Deuxième responsabilité de l'État. Lorsqu'on sait que la population est grandissante dans une ville comme Kinshasa et qu'il y a une expansion réelle vers Nsele, vers Bandundu, là-bas et tout ça, il y a ce qu'on appelle la politique de lotissement. L'État congolais ne fait jamais ça de manière anticipative. On laisse les gens avec les chefs coutumiers qui vendent de terrain ici et là. Chacun y prend, il construit. Sans savoir réellement le sol dont il est confronté pour la construction, demain après-demain sera quoi? L'État n'anticipe pas pour faire des lotissements, les caniveaux, ainsi de suite, pour accueillir une nouvelle ville, une nouvelle cité qui doit arriver. Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle, parce que c'est le long de Kalamo, on ne peut pas construire. Ailleurs, tu as venu dans d'autres cieux. C'est les conditions, c'est-à-dire que le matériau qu'on amène pour construire, on va vous adapter pour dire, même si c'est le long du fleuve, voici le modèle, voici le matériel qu'il faut amener, voici. Mais comme on n'a pas ces techniciens-là, en amont, identifiés par l'État qui doit faire ce travail, ben on laisse la population à sa merci. Voilà pourquoi je dis la responsabilité de l'État qui devait être inscrite dans votre union sacrée. Voilà tout ce que je peux dire. Oui. Merci beaucoup, M. Noël. Je serai très bref. Pourquoi les inondations? Le premier problème d'abord, M. Noël, c'est le problème de l'insalubrité.
la ville est très sale. Les égouts, les caniveaux sont bouchés. Aujourd'hui, on construit n'importe où, on construit n'importe comment. On construit sur des égouts. Et quand il y a la pluie, l'eau a du mal à être évacuée, d'où nous assistons à des inondations. Les inondations, on les vit aussi dans d'autres cieux. En Europe, on voit les inondations dans les informations. Mais les nôtres ici, c'est un désordre à notre niveau. Problème de l'insalubrité aujourd'hui. Nous avons nos bourgmestres, monsieur Nola. Je ne sais pas si vous connaissez votre bourgmestre. Le mien, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas sa figure. On ne voit pas les bourgmestres sensibiliser les habitants des communes sur la saleté. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de la femme, madame. On parle femme partage des postes, mais on ne sensibilise pas la femme sur la salubrité. Oh, là où les femmes vendent, c'est là qu'il y a la saleté, il y a la crasse. Mais on ne conscientise pas les femmes sur les effets néfastes de la salubrité. Vous vous rendez compte, dans votre avenue où vous habitez, il y a des tas de saletés. Mais qui viennent naître ces saletés? C'est la même population. Donc, il faut une vulgarisation. Il faut commencer à sévir. Vous voyez quelqu'un jeter la saleté, vous faites entrer cette saleté dans sa maison. Et nous avons besoin des bourgmestres courageux qui peuvent... On a vu M. Luto le faire à Kitambo. Et Kitambo est réputé la commune propre. Même la Gombe aujourd'hui, on a parlé avec Mme Angèle tout à l'heure, à la place des évolués. Mais c'est la crasse. La Gombe, la commune des évolués, la commune des riches aujourd'hui. On vend par-ci, on vend par-là. Et on bouche tous les caniveaux, les sachets sont partout, les plastiques n'en parlons pas. Donc il faut que le gouvernement gentil, c'est un problème qui devait prendre à bras le corps au lieu de s'apaisantir sur le marché central. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie avec la saleté avec laquelle nous vivons ici à Kinshasa. À côté du président. Ah voilà. Donc ça devient impérieux qu'on puisse quand même régler cette affaire de salubrité parce que le mois d'avril, c'est le mois où il pleut beaucoup. Donc attendons-nous encore à des inondations où nous devons acheter des bottes. Avant de sortir chez vous, vous portez des bottes pour arriver sur la voie principale et prendre son transport. Et il y aura des morts. Oui, mais c'est une minute. Hein. Une minute. Quand vous prenez le centre-ville de Kinshasa, les inondations qui apparaissent actuellement sont dues à des constructions sur les canalisations, notamment au bout de l'avenue du commerce vers INA, notamment derrière, disons, comment on appelle ça, la banque, actuellement on l'appelle comment, Equity, ex-BCDC. Il y a quand il pleut, passez avant que la pluie ne tombe. Si vous venez pendant que la pluie est tombée, vous avez une inondation à ce niveau-là. Donc, c'est parce que dans les parages, vous vérifiez bien, il y a des constructions nouvelles qui ont été érigées et c'est sur des caniveaux. Donc là, de nouveau, le manque de recours aux services compétents pour accorder les autorisations de construction en consultant les plans des caniveaux et autres qui existent dans la ville ou qui devraient exister dans la ville. Donc, on a vendu peut-être des arachides ou des beignets dans des papiers qui devaient être conservés et on n'a plus la mémoire des caniveaux de la ville. Deuxième chose à dire, une ville, donc la tendance générale en Afrique et surtout chez nous ici où on connaît l'exode rural. Il est peut-être temps d'inverser le sens de l'exode pour créer l'exode urbain et dire aux Congolais de vivre à l'aise en construisant au large de la campagne. Au lieu de venir s'agglutiner tous comme des abeilles en ville ici, on serait mieux à l'aise avec de grosses parcelles, chacun dans son patelin, ou en tout cas dans ce qu'on appelle aujourd'hui arrière-pays, et on respirerait mieux l'air pur de la campagne que l'air pollué de Kinshasa ou d'autres centres urbains. Donc, il n'y a pas de transport en commun. Non, il n'y a même pas besoin de transport en commun, parce qu'on est à 2 pas de la maison et de son champ, ainsi de suite. Donc, il y a un mouvement à créer, et ça, c'est le rôle de tout le monde, d'avoir un regard tourné vers nos villages. Pour nous qui sommes Congolais, nous avons des villages, peut-être ceux qui ne sont pas
Les 100 jours au Congo, peut-être n'ont pas de village, mais nous avons des villages. Pensons à nos villages. Le mien est loin. Chez mon ami Jean Lokaka, il faut avoir un village construit en matériaux durables pour que les citadins quittent la ville et aillent vivre en campagne de manière à occuper l'entièreté de notre pays. Ok. Donc, nous disions que nous allions parler aujourd'hui des entreprises du réseau cellulaire qui se comportent comme s'ils étaient sur un pays conquis, un terrain conquis par eux. Ces exploitants exploitent sérieusement le peuple congolais parce que l'Internet chez nous coûte plus cher qu'ailleurs. Vous achetez les unités, après 2-3 minutes de communication, on vous dit votre crédit est épuisé, veuillez recharger votre compte. Donc, nous allons traiter ces problèmes, tous, vous allez vous documenter pour que nous puissions traiter ces problèmes sérieusement la semaine prochaine. Pensez aussi à proposer à l'État qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour freiner ces esprits mercantilistes de ces gloutons exploitants cellulaires. L'autorité de contrôle, une autorité, la RTTC. La RTTC, là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Mais ils doivent contrôler. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le peuple? S'ils ne travaillent pas, il faut les faire travailler. Alors maintenant, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que Dieu va nous accorder la force de nous retrouver la semaine prochaine. Nous avons parlé de gouvernement qui se fait attendre. J'espère que dans la semaine qui commence, nous aurons les gouvernements. Nous pensons aussi que le Parlement va activer le plénière pour que nous puissions assister à l'investiture du gouvernement et à revoir les lois qu'on doit revoir pour que les choses puissent demain être remises sur les rails. Mesdames et messieurs, alors prenons rendez-vous sur la même chaîne, à la même heure, la semaine prochaine. Au revoir. Naboyokani bodiso na tebo, tusi bwa baeta unité.